Donc, à l'imaginaire, ici, nous recevons aujourd'hui Oksana et Gilles pour Soliloquium in Splendor et R.H. Kigal. J'ai bien prononcé? Tout va bien? C'est impeccable. On n'aurait pas fait mieux. Ok, on avait échangé par mail une interview il y a 15 ans. Alors, quoi de neuf en 15 ans? Beaucoup de... Beaucoup de livres? Toujours la même répartition dans l'écriture, toi plutôt sur la dimension relations humaines, psychologie, et toi sur le côté environnement matériel, conception? Tout à fait. Tout à fait, oui. C'est le même principe. Et on travaille donc, comme on n'habite pas du tout au même endroit, on habite dans le nord et moi dans le nord, on travaille beaucoup par téléphone, mail, et ça permet de s'échanger et de construire ensemble quelque chose. Donc, si on commence par R.H. Kigal, on est au XIVe siècle, dans l'Europe du Sud. Pourquoi cette période historique finalement peu connue? Ça nous a paru pertinent parce qu'on aime bien, moi déjà je suis passionné par l'histoire, j'ai fait des études en histoire, etc. Et on aime bien de temps en temps déconnecter ce que l'on fait au niveau du fantastique de la période contemporaine ou d'un lointain futur. Et donc là, créer du fantastique à une période aussi dramatique, ça me paraissait intéressant. La dimension guerre avec la peste noire, première guerre bactériologique, c'est surprenant, j'ai vraiment découvert des choses dessus. Comment vous vous renseignez, comment vous alimentez ce texte pour ne pas être non plus trop déconnant par rapport à la réalité de l'histoire? Je pense que ça c'est lié à la passion de Gilles pour l'histoire. Donc ça permet d'avoir un contexte qui soit très réaliste et en même temps qui ne soit pas vraiment trop moderne. Donc on peut imaginer des choses qui, quand on pense à l'histoire, en fait il y a des périodes vraiment très sombres, il y a des choses vraiment qui peuvent faire peur. Ce qui était le cas pour le XIVe siècle d'ailleurs. Voilà, et notamment avec la peste noire. Et du coup, on emmène le lecteur dans des environnements qui peuvent à la fois être réalistes et on peut très facilement comparer avec les choses de nos jours, puisque ces personnages ont vraiment existé, et en même temps les faire rêver, puisqu'il y a on ajoute aussi une notion de l'imagination, le fantasme, la fantaisie et la science-fiction. Donc en fait ça permet aussi d'aller vers une sortie et de mettre, ici on met en relief en fait la résilience des personnages qui vivent vraiment le pire et d'une situation vraiment catastrophique, ils arrivent à aller vers le meilleur. Avec Jagai, je dis bien le nom? Jagatai. Jagatai, j'étais pas loin, et Palméris qui sont en fait les deux faces entre le bourreau et la victime et qui doivent vivre ensemble. Oui, c'est un des thèmes qui nous intéresse aussi, c'est de se rendre compte en fait que, comment dirais-je, le visible est toujours en fait qu'une partie de l'invisible qui représente beaucoup plus, et même au niveau, bien entendu, au niveau de la cosmologie, au niveau des sciences physiques, etc., mais même au niveau des personnages, on a quelqu'un qui a commis quelque chose d'épouvantable, puisqu'il est en fait responsable indirectement du déferlement de la peste en Europe, avec un bilan atroce, et d'une femme qui a subi quelque chose d'épouvantable, et ensemble, comme vient de le dire Oksana, ils réussissent quand même à générer en eux une résilience qui va leur permettre ensuite de faire des choses, sinon magnifiques, du moins utiles à beaucoup d'autres personnes. Et deuxième roman cette année, parce que c'est deux romans cette année chez Rivière Blanche, Soliloquium in Splendor. Donc là, on n'est pas du tout dans la même thématique. Nous avons 8 personnes qui se retrouvent prisonnières, entre guillemets, d'un vide quantique. C'est quoi un vide quantique? Alors un vide quantique, c'est très particulier, c'est quelque chose qui fascine vraiment tous les physiciens. C'est en fait, contrairement à ce que l'on pourrait penser, quelque chose qui n'est pas vide, puisque le vide quantique, c'est quelque chose où se créent et se détruisent sempiternellement des particules, ce qu'on appelle souvent des particules fantômes. Et en fait, le vide quantique démontre que quelque chose peut naître de rien, ce qui n'est pas tellement dans la logique humaine habituelle. Et au sein du vide quantique naissent sans cesse des choses, des particules qui se détruisent, des particules fantômes, des particules qui s'annulent. Donc c'est un monde extrêmement vivant dans un environnement qui est complètement vide. Et vos chapitres sont des heptasecondes. Voilà, zepto. Des heptos. C'est encore plus petit. C'est pour ça qu'il me fallait une fiche. Des heptasecondes, et pourtant il se passe plein de choses. C'est une réalité physique. Tout à fait, puisque comme nous le signalons,
au début, dans l'introduction, une zeptoseconde, donc c'est un millième de milliardième de seconde, c'est pas beaucoup, a priori, mais c'est la durée de vie d'un boson de Higgs, par exemple, qui est la particule qui a démontré qu'il pouvait y avoir des particules qui avaient une masse, d'autres qui n'en avaient pas. Donc une particule qui est fondamentale dans la vie, vit cette période-là. Donc on est parti du principe que dans un environnement très particulier, ces personnes qui vont devoir créer en elles une catharsis, véritablement, vivent pendant un temps très bref, dans un environnement très particulier, pour partir véritablement de quelque chose de dramatique pour eux, qui était leur vie, de se débarrasser un peu de toutes les scories, de toutes les mauvaises choses pour elles, pour créer justement, effectivement, une catharsis, et ensuite évoluer vers quelque chose de beaucoup plus pertinent, parce que comme le dit l'un des personnages, le personnage principal à la fin, lorsqu'il rencontre les exercices qui nous tiennent fort à cœur, et qu'on a déjà trouvé les hexastylistes, d'accord, parce que je n'arrivais pas à le dire, qui étaient les créatures qui étaient à l'origine de Cathédrale de Brune, donc il y a vraiment un crossover, hein. Et le personnage dit à la fin, nous allons désormais créer ce que nous étions incapables d'imaginer. Donc on se retrouve devant des personnages qui d'un seul coup on peut monter véritablement d'un cran. D'accord. Et en fait, le côté intéressant aussi, hein, c'est il y a un peu cet écho musical avec vos... Cycliclo, le groupe... Avec le label Cycliclo qui va donc éditer un disque du groupe Grande Loge qui a repris complètement l'intrigue de ce roman et qui l'a métamorphosé en musique. Ce qui fait que le disque est déjà disponible en téléchargement. Il le sera bientôt de façon physique chez Cycliclo et le lecteur peut éventuellement, s'il le souhaite, lire des passages du livre tout en écoutant la musique. C'est la littérature qui décrit une intrigue très particulière et la musique qui se rejoint et qui crée en fait un pont entre les deux. Et de la même façon, on pourrait presque se balader avec d'autres romans en écoutant la musique, parce que j'ai vécu le récit comme une balade assez violente quand même, voilà, très violente, mais c'est une balade. On a l'air placide comme ça, mais en fait on est très violent. Oui, ça se voit pas. Ça se voit pas à première vue, mais on est très violent. Donc cette balade, vous vouliez le présenter comme une balade, comme une expérience aussi de déplacement? Comme un parcours initiatique. Voilà, c'est exactement ça. Oui, parce qu'en fait, c'est une façon aussi d'aller un petit peu contre les manières qu'on a en fait de tout rendre, enfin, d'édulcorer le tout, enfin, d'utiliser toujours des mots qui ont une valeur cosmétique en fait, et qui rendent... tout doit être toujours beau, joli, politiquement correct. Et là, en fait, c'est l'inverse. Parce qu'en fait, on a besoin des fois de tomber pour se relever, pour être plus fort. On a besoin de vivre des choses difficiles dans la vie pour aller vers le meilleur de soi-même. Et c'est un peu ça qu'on veut montrer avec justement la quantique. Parce que c'est des notions, en fait, c'est pas parce qu'on ne voit rien qu'il ne se passe rien. C'est pas parce que le temps est court pour nous en tant qu'humains, c'est une notion très humaine, qu'en réalité le temps et l'espace c'est une notion qui est difficile à comprendre. Et comme on disait, parce qu'on en discutait encore hier soir, quand on pense qu'un être humain vit une centaine d'années, qu'un arbre peut vivre 2 ou 3 000 ans, que le Soleil va vivre 14 ou 12 milliards d'années, mais en fait, les atomes, en tout cas les protons de nos corps, des séquoias et du Soleil, seront encore là dans 10 puissance au moins 60, si ce n'est pas 90 années. Donc le Soleil aura disparu depuis longtemps, nous on aura disparu depuis longtemps, les arbres auront disparu depuis longtemps, mais nos atomes sont toujours là. Donc quelque part, c'est un peu notre façon de faire, c'est de créer toujours à la fois une vision un petit peu holistique des choses, qu'on considère que les gens sont de plus en plus dans le domaine du réductionnisme. Les gens sont spécialistes, ils sont très connaisseurs d'une toute petite chose, mais ils ne regardent plus ce qui se passe autour. Nous, on aime bien élargir au maximum de choses, se replonger vraiment dans le plus grand possible, et là, en l'occurrence, aussi, avec toutes les apories en fait, de la physique quantique, d'aller aussi dans le plus profond, c'est-à-dire de pouvoir à la fois large et profond, et de pouvoir donner, par le biais de cette épopée qui arrive à nos vies malheureux personnages, il arrive quand même tout un tas de mésaventures, d'arriver à s'extraire véritablement du quotidien pour monter véritablement vers quelque chose de beaucoup plus élevé, de beaucoup plus productif, positif. Le point commun entre les deux romans, c'est quand même la douleur, la souffrance.
Tout à fait. Oui, mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi la sortie vers une nouvelle construction, vers une nouvelle vision des choses. La souffrance pour sortir et faire autre chose. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour cet échange. Donc, vous pouvez retrouver les 2 romans chez Rivière Blanche. Et puis, il y a de la nouveauté pour bientôt. Voilà, l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci. Merci.